Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour a pour invité aujourd'hui Daniel Rémy, que voici. Bonjour Daniel. Bonjour Claude et bonjour à tous. Daniel Rémy, qui est un chroniqueur de RMC, dans la célèbre émission Les Grandes Gueules. Un titre curieux, mais qui donne l'impression que les gens ne sont qu'en train de perpétrer des jugements abrupts. Et en vérité, c'est une émission très fine où on analyse les choses, mais avec le contact des réalités, et qui est par ailleurs écrivain, puisqu'il a écrit un livre qui n'a jamais été autant d'actualité, Les talibans, La France des talibans, pardon, aux éditions Blanchet, un ouvrage qui annonçait, il y a plusieurs années déjà, la faillite de l'État. Donc on ne peut pas dire que M. Fillon ait fait preuve d'une grande originalité en l'annonçant à son tour. Il n'empêche que c'est un événement, c'est la première fois qu'un homme politique de premier plan indique que la France est en faillite. Alors bien sûr, le cœur des bien-pensants s'est immédiatement intéressé à la situation en disant mais non, on ne peut pas dire des choses comme ça, et pourtant c'est la vérité. Que pensez-vous donc de cette annonce qui ne vous a pas surpris, mais qui quand même marque un tournant dans la politique française? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, dans le passé, y compris des politiques d'ailleurs, ont utilisé cette expression, mais évidemment immédiatement remise dans la poche de leur pantalon, ce qui est très politiquement incorrect. C'est une constante, malheureusement, française, c'est-à-dire qu'on n'ose pas appeler un chat, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dès que vous dites les choses, mais simplement, sans aucune agressivité, en toute objectivité, vous devenez une grande gueule. D'où le titre, effectivement, de cette émission. En fait, on n'est pas des grandes gueules, nous sommes des gens qui aimons appeler un chat. Moi, il n'y a rien qui m'horripile davantage que lorsqu'à une époque, il était de bon ton de dire qu'on n'était pas sourd, on était malentendant, qu'on n'était pas aveugle, on était non-voyant. Alors, attendez, à partir du moment où, effectivement, on continue d'infantiliser les masses, de crétiniser les masses, en considérant que ces gens-là n'ont pas la capacité de comprendre ce qui se passe, il est clair qu'on ne doit pas dire des choses qui fâchent, alors que les Français sont parfaitement à même de comprendre. D'ailleurs, ils l'ont compris depuis très longtemps. Mais il y a déjà l'exemple de Villepin, rappelez-vous, les déclinologues. Moi, j'ai fait une intervention au Sénat il y a peut-être maintenant 2 ans sur ce thème. En fait, il était de très mauvais goût de dire que la France était en déclin. Alors, tous ceux qui prétendaient que cette France était en déclin, il y a qu'à se voir et regarder les chiffres, nous sommes 28e en termes de compétitivité mondiale, ce qui est quand même assez aberrant, on sera bientôt derrière Botswana. Eh bien, nous étions des affreux Français et des antipatriotes convaincus, ce qui est quand même aberrant. Donc c'était comme d'habitude, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, il se trouve que lors de cette intervention que vous aviez faite lors d'un colloque au Sénat, vous n'aviez pas hésité à vous qualifier de déclinologue. Tout à fait. Je m'en souviens, j'avais lu votre intervention, je n'avais pas pu y assister, mais en réalité, ce débat sur le déclin était un débat un peu ridicule, car les déclinologues n'ont jamais dit que le déclin était irrémédiable. Absolument. Ils ont dit au contraire que ce déclin qu'on ne pouvait pas ne pas constater obligeait à faire des réformes. Alors ces réformes, jusqu'à présent, on ne les a pas faites. Quand vous êtes venu à cette émission juste avant les vacances, c'était encore du mois de juin, vous étiez, comme nous tous d'ailleurs, un peu dans l'expectative. Est-ce qu'aujourd'hui, votre sentiment a évolué vis-à-vis de l'action ou de l'inaction éventuelle du gouvernement? Ouais. Encore une fois, je vais être pour quelques-uns une grande gueule, pour d'autres quelqu'un qui parle juste et vrai, et donc ici pas de langue de bois. Pas chez vous, Claude, c'est pas le genre de la maison. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Sur les déclarations d'intention, les déclarations que Nicolas Sarkozy a faites durant toute la campagne, sur la réitération des propos qu'il tient aujourd'hui, nous sommes sur la même ligne. Maintenant, quand on regarde bien tout ça, même s'il faut faire du crédit à ce gouvernement et à Nicolas Sarkozy, parce qu'on sait que les choses sont compliquées, mais elles ont toujours été compliquées dans ce pays, il est encore un peu tôt pour porter un jugement définitif, il n'empêche. J'ai quand même le sentiment qu'on recule beaucoup, ne serait-ce que déjà sur le vocabulaire, sur la sémantique. Nous sommes dans le débat. On n'a pas le droit de parler de faillite. Vous avez vu que Jean-Louis Borloo, à un moment, avait esquissé ce débat sur la TVA sociale. Il était à Bercy, je fondais de grands espoirs en Jean-Louis Borloo, parce que c'est un type remarquable, qui, je crois, est profondément humain et profondément sincère. Je peux me tromper, je me suis déjà trompé en politique, mais j'ai le sentiment que ce garçon avait la volonté de faire des choses. D'ailleurs, il a déjà fait beaucoup de choses à Valenciennes. Il prend Bercy.
pour moi, ça a été vraiment un immense appel d'air. J'ai dit, enfin, nous allons peut-être pouvoir changer les choses, puisque tout se passe quand même essentiellement à Bercy et dans l'éducation nationale. Voilà qu'il nous parle de TVA sociale, ce qui n'était un secret pour personne, et il est immédiatement zappé, congédié, j'ai rien contre les femmes de ménage, mais comme une vulgaire femme de ménage, sans préavis, et zappé sur un grand ministère d'écologie libéré par Juppé. Ça, pour moi, c'est le premier grand signe de reculade. Bon, et puis il y en a d'autres, on le voit bien. À chaque fois, Christine Lagarde a failli subir le même sort lorsqu'elle a parlé de rigueur. Et bien sûr qu'il faut de la rigueur, mais on n'a pas le droit d'utiliser le mot rigueur. Et maintenant, c'est la faillite de Fillon. Alors, très franchement, j'ai le sentiment que pour l'instant, nous sommes toujours dans les grandes déclarations d'intention, nous sommes énormément dans la communication et peu dans l'action. Voilà. Alors, laissons un peu de temps et accordons encore du crédit à Nicolas Sarkozy, mais très franchement, j'avoue que je suis un peu inquiet que, comme beaucoup de Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy et pour ce gouvernement, pour l'instant, nous restons un peu sur notre faim. Alors, effectivement, l'analyse que vous venez de développer me paraît à la fois modérée et vigoureuse. Donc, il faut un peu des deux pour appréhender une situation aussi complexe que l'est la situation de la France, même si en réalité, on peut ramener le problème français à quelques données simples. Donc, quand on dit la faillite, ça veut dire que les organismes d'État, la sécurité sociale et les communes, ainsi que les régions, dépensent trop. Il faut donc baisser les dépenses publiques. Or, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que Nicolas Sarkozy est arrivé, au fond, sans idée sur la situation, sur cette question-là. Il a développé une série de propositions que l'on appelle des propositions visant la demande, c'est-à-dire à donner un peu plus d'argent aux gens, à rétablir quelques situations de justice, par exemple, sur les successions, etc. Mais au fond, il ne s'était pas vraiment interrogé sur ce qu'est l'État, sur ce qu'il doit dépenser ou ne pas dépenser. Donc, pour nous, il est clair maintenant, en tout cas je dis pour nous, pour tous ceux qui ont un peu de lucidité, qu'il va y avoir ce qu'on appelle un plan de rigueur, c'est-à-dire qu'on va devoir dépenser moins. Alors, le problème, c'est que ce genre de choses-là, à mon avis, je ne sais pas si vous le partagerez, ça ne peut se faire qu'au tout début d'un mandat. Quand on doit annoncer des décisions très difficiles, il ne faut pas attendre plusieurs mois parce qu'après, les gens se sont habitués, les gens, au fond, peuvent dire on est pris par surprise. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps aujourd'hui d'annoncer un plan de rigueur, mais un vrai plan de rigueur, ou bien est-ce que c'est trop tard? Oui, alors d'abord, à mon avis, ils n'utiliseront pas cette expression de plan de rigueur. Certainement. On parle de plan de croissance, peut-être, mais pas de plan de rigueur. Bon, moi je crois qu'il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi je suis un optimiste. Alors, certains, oui, un optimiste convaincu. Alors certains disent pessimiste parce que nous avons des propos qui sont un peu durs, mais en fait je suis alors moi je dirais, pour ceux qui prétendent que je suis pessimiste, un pessimiste réaliste, je suis d'un optimisme et en même temps réaliste. Bien. Alors, rien n'est jamais perdu. Moi je suis un gaulliste canal historique et il est clair que je ne renonce jamais. Bien. Et puis c'est dans ma nature, c'est dans mon tempérament, je ne sais pas pourquoi, je suis né comme ça, je me suis forgé toute ma vie comme ça. Bien. Alors, je pense qu'on voit maintenant, et notamment avec le relais des médias, y compris des médias qui étaient plutôt réputés, quand je dis médias, je pense à un certain nombre de journalistes, qui étaient plutôt de sensibilité de gauche, pour ne pas dire très, très, très à gauche, et qui maintenant semblent prendre le train en marche, un peu tard, certes, ça fait quand même 30 ou 40 ans, qu'ils étaient convaincus du contraire. On a vu l'ouverture, et moi je suis pour l'ouverture. Ce que j'aime moins dans l'ouverture pratiquée par Nicolas Sarkozy, c'est que on a quand même, on le voit bien, des ralliements qui sont des ralliements de circonstances, des ralliements qui ressemblent un peu à des castings de télévision, etc. Bon, ça me gêne, ça me gêne. Ce que j'aime, c'est en revanche l'ouverture tournée vers des compétences et vers des gens, je pense à un Jean-Marie Bockel par exemple, qui a toujours affiché d'ailleurs, c'est ce qui lui a valu d'être mis au banc des socialistes, il s'est toujours affirmé comme étant un socialiste libéral. Moi, j'admire ces gens-là, et ils ont des idées. Alors, il semble que les choses sont en train de s'inverser, que la caisse de résonance que constituent les médias prépare l'opinion publique, quand bien même elle n'y serait pas déjà prête, parce que moi je suis convaincu que les Français, depuis toujours, et depuis très longtemps, attendent ces réformes. Mais semble essayer de faire adhérer l'opinion publique face aux mouvements syndicaux qui vont se produire, et le durcissement, et notamment voir des défilés dans la rue, toujours les mêmes, les talibans, que je dénonçais déjà à l'époque, nos talibans à nous. Et donc je pense qu'on est en train de préparer l'opinion publique et les prendre à témoin en disant, vous voyez, on ne peut pas faire les réformes à cause d'une poignée d'irréductibles qui sont toujours tournés vers le passé, qui sont tournés vers des systèmes marxistes, collectivistes,
voire révolutionnaire trotskiste. Voilà. Alors non, moi je suis quand même quelque part optimiste, mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on accouche de réformes à minima. Là, nous sommes pratiquement à 50% quand on a avancé une réforme et qu'on a entrepris de faire cette réforme, on voit qu'en fait, il reste à peu près la moitié de ce qui avait été annoncé. Alors je ne voudrais pas qu'avec le temps, puisque le temps est important, effectivement, vous avez raison, ces réformes deviennent des réformes à minima. Je pense personnellement que la situation va appeler des développements assez brutaux. Ça n'est pas parce que la brutalité est forcément la bonne méthode, en général ça ne l'est pas, mais parce que quand on arrive après plus de 30 ans dans ce qu'a dit François Fillon, il y a eu un rectificatif. Le vrai rectificatif, ça n'était pas sur le terme de faillite, parce qu'il ne l'a pas vraiment repris, il ne s'est pas dédit, mais c'est surtout sur la date. Dans une intervention, je crois que c'était à la radio, on lui a fait observer qu'en réalité, ça n'était pas à 25 ans, c'était davantage. La France est en déficit depuis 1974, très exactement. Quand Pierre Messmer a quitté Matignon, il n'y avait ni déficit du budget de l'État, ni dette. Donc, tant d'années et tant d'erreurs pendant tant d'années, ça ne peut que donner une situation explosive. C'est pour ça que je me demande, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il va y avoir une explosion. Quelle nature, ça on n'en sait rien, mais en tout cas elle aura lieu. Mais le sujet sur lequel j'aimerais que vous nous éclairiez, c'est quelle peut être la traduction politique de cette explosion. Est-ce que vous pensez que le système tel qu'il est représenté actuellement bénéficie encore d'un crédit suffisant pour que ceux qui sont en charge de la République maintiennent en quelque sorte l'État, ou bien est-ce que nous allons assister à des développements politiques intéressants ou même éventuellement désastreux, on ne sait rien. Oui, moi je suis un révolutionnaire pacifique, c'est-à-dire je considère un révolutionnaire de droite et pacifique. Je dis souvent, sur RMC, je suis républicain, démocrate, libéral et social, et tout ça parfaitement compatible. Voilà. Alors, ça paraît compliqué, pas du tout, je crois qu'il y a en chacun de nous un peu de tout ça à la fois. Mais je suis d'abord effectivement un démocrate, et donc je respecte, j'ai toujours respecté le verdict des urnes, même lorsque j'ai constaté, je pense au pacte les socialistes et le programme commun socialiste et communiste, à l'époque initié par Mitterrand, je respecte le verdict des urnes. Depuis des décennies, quand on regarde les résultats des élections, qu'il s'agisse des législatives en particulier, et essentiellement d'ailleurs, au premier tour, les Français votent majoritairement à droite. Curieusement, par le jeu des alliances que dénonçait le général de Gaulle déjà en son temps, nous avons été une bonne moitié du temps, sinon davantage, gouvernés par des gens de gauche, bien, qui ont creusé les déficits, bien entendu. Alors, moi j'aimerais effectivement que si révolution il y a, elle soit pacifique, et qu'elle soit le fruit, le résultat, la conséquence de ce qui a été une fois de plus dénoncé, dit, déclaré dans les urnes. Je ne supporte pas, parce qu'à ce moment-là on n'est plus dans une démocratie, qu'une poignée de talibans, de révolutionnaires en herbe, héritiers de 68 ou de Mao Tse-tung ou de Che Guevara, dont on sait les crimes qu'ils ont commis dans le passé. Je ne voudrais pas de ces gens-là, au motif qu'ils sont combien 100 000, et pourquoi pas même 1 million, dans la rue. Ça n'est quand même pas la représentativité nationale. Donc j'aimerais que ce gouvernement, enfin, fasse preuve d'autorité, de courage, de volonté politique, parce que c'est ce dont souffre la France depuis des décennies. Et je relisais des articles que j'ai archivés tout à fait intéressants, je pense à un Griotret, vieux gaulliste, et un professeur d'université dont j'ai oublié le nom, à Dauphine, sur la réforme de 58 à l'époque, au lendemain de la Libération. Pascal Salin, certainement. Non, je crois que c'est Toffer, quelque chose comme ça. Alors, c'était oui, et professeur à Dauphine, je crois. Il est peut-être. Oui, il était chargé de cours, il devait avoir chargé de cours à Dauphine. Et je retrouvais ces articles où ils expliquaient que la France avait connu de très très belles heures. Alors, évidemment, les détracteurs diront oui, mais c'était pas les mêmes conditions, c'était la reconstruction. En attendant, il n'empêche, c'était l'alliance, disait-il, l'un comme l'autre, Griotret et Toffer, du libéralisme et du gaullisme. Et où De Gaulle, déjà, disait, lui, militaire, de carrière, etc., on pouvait penser qu'il était très conservateur, disait qu'il fallait absolument réformer l'État et que l'État dépense moins. Voilà. Et développer la concurrence.
malheureusement, on a vu que dans les années qui ont suivi, on a surtout constitué des monopoles publics et empêché la concurrence. Alors, je suis, en ce qui concerne votre analyse de la politique, un peu sceptique, non pas sur votre analyse, mais sur les chances qu'une équipe qui est là depuis très longtemps, même si M. Sarkozy n'a été élu que récemment, il est dans la politique depuis 30 ans, pas au premier plan toujours, et lui et ses amis sont là depuis longtemps. Je me demande si le crédit dont il dispose encore, parce qu'il est vrai que même si les sondages sont en baisse, il reste encore élevé, je me demande si le crédit dont il dispose est de nature à leur permettre de faire ce grand bond que va être le changement finalement de la France, d'un pays totalement étatisé, d'un pays où on dépense trop, les structures publiques dépensent trop, à un pays où on ramènerait en quelque sorte cette dépense publique au niveau que le général de Gaulle estimait appréciable et acceptable, c'est-à-dire en gros un tiers. C'est ce qu'il disait, il ne faut pas dépenser plus d'un tiers. Bon, nous en sommes très loin, puisque les dépenses publiques sont actuellement de 54% du produit intérieur brut. Donc moi je crois qu'il va y avoir un grand renouvellement de la classe politique. Je me demande, alors là peut-être fais-je une comparaison qui va vous paraître audacieuse, mais si le phénomène des grandes gueules, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que prendre des gens qui étaient presque inconnus, enfin, sinon de leurs voisins et amis, et en faire des vedettes, c'est quand même bien, c'est le signe qu'il se passe quelque chose. Si un tel phénomène porté au niveau politique ne va pas se produire, après tout, il y a en France des tas de gens qui ont d'excellentes idées, qui sont capables, qui dirigent des sociétés, qui dirigent des associations, des groupes divers. Pourquoi ce ne serait pas eux, la nouvelle classe politique, quand on s'est vu? Oui, bon, j'aimerais que ce rêve devienne réalité. On en est loin, puisqu'on le voit bien dans la représentation nationale à l'Assemblée, il y a encore une immense majorité, une large majorité de fonctionnaires, etc., ou de gens qui vivent en tout cas mais ça, largement. Avant. Oui, tout à fait. Alors, moi, où je reste quand même foncièrement optimiste, c'est dans la mesure où il y a cette ouverture, même si, pour moi, elle me semble parfois être plus un jeu médiatique qu'une réalité en termes de compétences. Il n'empêche, je pense que les uns et les autres, parce qu'ils ont tous bien compris, on voit dans quel délicat sens se trouve le Parti Socialiste, et donc il y a une vraie rénovation au sein du PS, et enfin, je crois que nous amorçons le virage 30 ans à 40 ans plus tard. Je confesse que c'est quand même un peu tard. Mais le virage vers l'économie de marché, maintenant, semble plus trop poser de problème au PS. Alors, il y a évidemment toujours les Mélenchon et quelques-uns, Fabius qui est un comble, campés sur des positions archaïques. Et je pense que, comme ils ont tous un instinct de survie chez ces gens-là, que ce soit la haute fonction publique ou des politiques de métier, et pas forcément toujours de conviction, donc quelque part, ils ont bien conscience, à gauche comme à droite, ceux qui tiennent les manettes, si je puis dire, dans ce pays, ils ont bien conscience que nous allons dans le mur et qu'il va se passer une explosion. Donc je crois qu'ils sont en train d'anticiper, pour un calcul strictement personnel, hein, on est bien d'accord, l'intérêt de la France pourrait à la limite être secondaire pour eux, mais comme ils sont intimement liés à ce devenir de la France, et qu'ils ont compris que la situation devenait là, pas désespérée certes, mais dangereuse pour leur position à eux, à gauche comme à droite, que je demeure optimiste. Quant à voir arriver, ce qui évidemment, ce serait mon vœu le plus cher, les gens de la société civile appartenant au monde de l'entreprise, et pas celle du CAC 40, des gens qui ont créé des affaires, qui ont développé des affaires. Avec leur argent à eux. Avec leur argent, pas des gestionnaires d'entreprise, dont beaucoup d'ailleurs viennent de Bercy et des finances, parce que c'est incroyable, chassé-croisé d'inspecteurs généraux des finances qui basculent aujourd'hui dans le privé, dans des grands groupes. Bien, avec beaucoup d'infortunes, on a des exemples nombreux par le passé. Donc là, malheureusement, je crois que c'est pas pour demain, mais après tout, si ces gens-là nous écoutent, enfin, et les grandes gueules, peut-être un peu pour quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de la société civile, et pas des gens qui sont censés tout savoir, donc des gens qui sont en prise directe avec le terrain. Donc parce que Nicolas Sarkozy écoute beaucoup Henri de Castres, président d'AXA, qui est un homme remarquable. Alors oui, il est énarque et HEC. Mais on a Friedman, qui est, alors je ne suis pas sûr qu'il écoute beaucoup, mais enfin, il est énarque et politicien. Il y en a quand même de très nombreux qui sont brillantissimes. Bon. AXA, c'est quand même une belle vitrine, avec BBR, qui est aussi quelque part, qui était un peu un self-made man. Bon. À partir du moment où Nicolas Sarkozy et son entourage bénéficient et profitent de conseils éclairés de gens qui sont issus de l'entreprise, je crois qu'effectivement on est sur la bonne voie. Maintenant, qu'est-ce qui restera de ces acquis, de cette compréhension des prix? À mon avis,
pas grand-chose, parce que je ne pense pas que ces gens qui sont finalement, même issus de l'entreprise, des institutionnels, soient capables d'appréhender une situation réellement révolutionnaire. Et nous sommes en France dans une situation pré-révolutionnaire. Oui. Donc l'histoire nous apprend que ces situations-là ne tournent jamais au profit, en tout cas pas immédiatement, au profit des corps constitués. Ceux-là sont bousculés, ensuite ils essaient de reprendre la main sur le système, mais il se passe quand même une longue période pendant laquelle ils n'y sont plus, et même parfois ils n'y sont plus jamais, c'est arrivé aussi. Donc je suis intimement convaincu, personnellement, que ce à quoi nous aspirons, là, nous avons exactement la même analyse, va se produire, même si certains vont essayer par un jeu d'acrobatie particulièrement habile, et de ce point de vue ils y excellent, à se rétablir et à apparaître comme ceux qui nous l'avaient bien dit depuis longtemps. Alors, cela étant dit, il va y avoir des réformes particulièrement difficiles à faire. La première, c'est bien sûr celle de la fonction publique. Ça n'est pas en ne remplaçant pas même un fonctionnaire sur deux qu'on va y arriver. Donc il va falloir que des pans entiers de la fonction publique n'appartiennent plus à la fonction publique. Et moi, je propose qu'on commence par les hôpitaux et par les collectivités locales. Qu'est-ce qui oblige les infirmières, les médecins des hôpitaux à être des fonctionnaires? Rien. Qu'est-ce qui oblige ceux qui travaillent dans les collectivités locales à être des fonctionnaires? Rien. Donc on pourrait très bien commencer par ça. Est-ce que c'est scandaleux de dire des choses pareilles? Ah mais pas du tout. Bien sûr que non. Déjà, quand on pense à ce débat surréaliste au sein de la fonction publique sur le problème des statuts, sur le fait qu'un fonctionnaire ne puisse pas passer d'une administration à une autre, attendez, c'est hallucinant. On n'imagine pas ça dans une entreprise privée où tout le monde est un peu interchangeable. Dans les PME, PMI, c'est le cas. Bon, essentiellement. Moi, je pense que à partir du moment où un certain nombre de syndicats, toujours les mêmes, extrêmement rétrogrades, veulent empêcher tout mouvement et se retranchent derrière les fonctions régaliennes de l'État. Moi, je suis un exemple à moi tout seul, si je puis dire, puisque je suis dans des métiers qui touchent à la sécurité. La sécurité, la défense, le renseignement. Écoutez, j'ai créé ma première entreprise en 1976, c'est pas hier, où tout le monde s'imaginait que c'était un crime, une insulte à l'État et à l'administration que d'oser se lancer sur un tel marché qui était dévolu au service public. Par définition régalien. Absolument. Voyez-vous. Alors, terriblement régalien. Alors là, on est loin de la santé publique, si je puis dire. Là, on est dans le cœur, dans le réacteur nucléaire, dans le noyau dur de l'État. Bien. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, depuis 1976, donc 30 ans, un peu plus de 30 ans? Il y a aujourd'hui davantage d'agents de sécurité privés que de fonctionnaires de police en tenue. Quand même hallucinant. Et on parle d'une évolution et d'une demande de l'ordre de 20 à 30 000 par an sur ce marché. Bien. Donc on voit bien que là aussi, l'État a abandonné des pans entiers. Le fret, par exemple, la SNCF, le fret ferroviaire, mais aussi le transport de voyageurs. On voit bien que, curieusement, là où il s'agit d'entreprises privées, ça gagne de l'argent, c'est compétitif. Et là où c'est le service public, je ne jette pas l'opprobre sur tous les fonctionnaires, sur toute la fonction publique. Il y a, Dieu merci, des gens de grande qualité qui travaillent merveilleusement bien. Mais en matière de rentabilité, on doit dire, on ne peut que constater que ces entreprises sont tellement mal gérées, il y a de tels gaspillages, de telles redondances de services et de personnel, notamment dans les administrations centrales, et pas chez les opérationnels, parce que c'est ça que les syndicats nous opposent. Et c'est là où ils sont malins, pour ceux qui ne connaissent pas le système. Et c'est qu'à chaque fois, ils vous disent « mais on manque d'infirmières, mais on manque d'agents opérationnels pour remplacer qui une ampoule, qui un câble électrique. » Oui, ça, nous sommes d'accord. C'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est ce que j'appelle moi les fonctionnaires improductifs, comme dans l'entreprise, il y a les productifs et les improductifs, où ils sont pléthores, et comme les enseignants qui ne sont pas devant des élèves. Donc voilà, alors, faisons effectivement un grand ménage, si je puis dire, en termes de finances publiques, dans les administrations centrales où il y a pléthore de fonctionnaires dont on ne sait pas toujours très bien ce qu'ils font et quelle est leur utilité, en tout cas, et en revanche, mettons des personnels opérationnels là où on en a besoin. Alors tout le problème que vous posez, c'est effectivement celui de la direction générale de la nation. Ça commence avec au niveau le plus élevé avec les politiques, ça continue avec les directeurs d'administration centrale, etc. Et puis les relais de l'opinion. Alors je crois que là aussi, nous avons un vrai problème qui est celui de la transmission de ce que pense l'opinion publique aux relais politiques. Ça, c'est un problème qui va se résoudre, me semble-t-il, uniquement grâce à la société civile,
car petit à petit, on voit bien que l'ensemble des médias est en train de se rendre compte qu'ils sont coupés des réalités. Et ce jour-là, il va vraiment se passer quelque chose. Alors, tout le souhait que l'on peut former, bien sûr, c'est que nous ayons les journalistes nécessaires pour transmettre tout cela. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'opinion, parce que j'attends, comme vous, je suppose. Est-ce que vous pensez que dans la classe journalistique, il peut y avoir ce sursaut en une minute, pas le sursaut, mais en une minute d'émission? Oui, moi je vois effectivement le changement qui s'amorce. Moi j'adore, comme vous savez, Coluche, que je cite abondamment, oui. Et Coluche avait une phrase magnifique, il disait: le problème des journalistes, c'est qu'ils ne croient pas un mot de ce que disent les politiques. Mais le drame, c'est qu'ils les rapportent, leurs propos. Vous comprenez? Bon, alors là, je constate quand même que de plus en plus, un certain nombre de médias, notamment des médias réputés de gauche et de journalistes qui étaient très à gauche, sont en train sérieusement d'infléchir leur position. Alors c'est vrai que c'est du suivisme, on est bien d'accord. C'est aussi pour une question de survie. Un peu comme nos politiques, certains de nos hauts fonctionnaires qui jusqu'à présent défendaient des idées tout à fait opposées. Non, je crois qu'il y a un virage qui s'amorce parce que tout le monde a bien compris qu'en fait, dans leur esprit, j'ai bien compris, c'est moins l'intérêt de la France qui les préoccupe que leur propre intérêt personnel, l'instinct de survie. Alors, il me reste, cher Daniel Rémy, à vous remercier de votre éclairage particulièrement ferme et, je crois, très proche des réalités. Pour conclure, puisque vous aimez Coluche et moi aussi, je rappellerai à ceux de nos auditeurs qui l'auraient oublié et téléspectateurs que Coluche avait une expression extraordinaire qui qualifiait bien un certain état d'esprit d'une certaine France. Je suis peut-être un con, mais le dernier qui m'a vu bosser, il n'est pas jeune. Madame, mademoiselle, monsieur, sur cette phrase pleine de sens, il me reste à vous souhaiter de passer une bonne semaine et de garder courage, surtout c'est nécessaire. À bientôt. Vive la France.